Verte, dans les coulisses, consacre son édition aux provinces du Sud et plus exactement à son moteur de croissance, la pêche. Au total, plus de 90 milliards de dirhams ont été investis par le public et le privé dans le secteur. Infrastructures portuaires, aménagement et équipement de points de débarquement, programme incitatif d'investissement. À Dakhla, Laayoune, Boujdour, une personne sur 3 vit du secteur et près de 30% des unités nationales de transformation des produits de la mer s'y concentrent. Alors, qui sont les opérateurs? Comment, côté sud, exploite-t-on, produit-on, valorise-t-on la ressource? Mais surtout, quelles retombées socio-économiques à l'échelle régionale? Dans les coulisses, je vous invite tout de suite à une plongée dans l'économie des pêches. Elle arrive jusqu'à, par jour, 1 million de dirhams jusqu'à 2 millions. Et au moment de la campagne du poule, elle arrive jusqu'à 4-5 millions par jour. من قبل كانوا اسواق اخرى بحال اكادير بحال الدار البيضاء مؤقتا السوق ديال العيون هو البورصه ديال السمك والثمن كيتحكم فيه السوق ديال العيون. Au large de Dakhla et de Laayoune, les bancs de sardines, anchois, maquereaux sont les plus poissonneux au monde. Ces petits pélagiques, ce sont leurs noms scientifiques, ont pourtant été longtemps sous-exploités au profit du poulpe. Objet de convoitise des consommateurs japonais et espagnols, le poulpe, dans les années 90, concentrait la majorité de l'effort de pêche de la côte sud-atlantique au prix d'une surexploitation de la ressource. Mais depuis le début des années 2000, la gestion passive de la ressource poulpière des années 90 a laissé place à un ambitieux programme de valorisation de la ressource halieutique, poulpière comme pélagique. Plan d'aménagement des pêcheries, ouverture de quotas pour l'industrie de transformation, effort de modernisation de la flotte, mais surtout du contrôle. En disant, une nouvelle dynamique économique régionale est en train d'être impulsée autour de la ressource halieutique. Alors, comment s'est transformée l'économie de la pêche dans la région sud, mais surtout, comment Dakhla et Laayoune sont en train de devenir le premier pôle halieutique du royaume? La réponse, c'est tout de suite. Notre enquête commence ici au port de Dakhla. En cette fin d'octobre, c'est jour d'embarquement pour cet équipage d'un navire européen. Après 3 semaines à terre, le capitaine, en chemise bleue, rejoint son navire hauturier. Amarré dans la rade du port, ce chalutier allemand pêche dans le cadre des accords avec l'Union européenne. Le capitaine est hollandais. Il a sillonné les mers du globe entier. Alors quand on aborde avec lui la spécificité du littoral sud marocain, son verdict ne laisse aucune place au doute sur l'attractivité de la zone. I see there is a lot of sardine in this area. That's what I see. There's really a lot of sardines coming in this area. The fishing stock is very good in the Morocco fishing zone. Absolutely. La sardine, un petit pélagique dont les eaux marocaines regorgent. C'est ce que vient pêcher ce chalutier pélagique, le Hélène Marie, long de 116 mètres. Son échelle, elle, mesure plus de 11 mètres pour embarquer à bord. Difficile pour moi quand la mer est mouvementée. Sur le pont, l'équipage attend la relève après 1 mois de pêche au large. Pour avoir le droit de pêcher au Maroc, l'Europe verse une redevance de 400 millions de dirhams, négociée en contrepartie d'un quota de pêche. Alors dès que ce capitaine de pêche monte à bord, la première chose qui l'intéresse, c'est de prendre connaissance du volume qu'il sera autorisé à pêcher pour le mois à venir. No, that was the license of the last month, this the October month. So I will checking now what we have left. We are going to count if we're leaving. We are going to count, especially also with the observer Shalal, and then we check how much we have left until the end of this month. And now at the moment we are getting the new license for November. So here's the new license coming. Dans cette enveloppe, le sésame. Les quotas sont d'abord négociés entre le Maroc et la Commission européenne, qui ensuite les répartit chaque mois entre la flotte des pays membres. Pour le Hélène Marie, de nationalité allemande, ce sera... We have 1,000 tons of quota for the next month. So you're disappointed or you're happy? No,
We already expect it because it is counted, what I told you already, by year quota and month quota. And of course we know what we catch, and of course the observer is counting everything. So we already expect this. Des quotas à respecter strictement. D'ailleurs, un observateur monte à bord. Pêcher au Maroc a ses règles et surtout un zoning de pêche très réglementé. As you see, we are 50 miles outside. This is the shore, this is the beach line, and these are our tracks. So we all the time outside the 50 miles. So you ask me when we are coming here if I ever see the small boats. Yeah. But we never see, because first of all, we are 100 miles away from Dakhla, and we are outside 50 miles. So the most of the time you don't see them, and you have no disturbing from them. En ce moment, dans nos eaux territoriales, 9 navires européens pêchent le petit pélagique. Traité et congelé à bord, il est destiné aux usines de transformation à l'international. Pour cette flotte, 80 000 tonnes par an au total. Cela semble volumineux, mais en réalité ce tonnage représente à peine 8% du stock de haute mer. Car au large des côtes Atlantique Sud, les bancs de sardines, maquereaux, anchois avoisinent 1 million de tonnes. Ce petit pélagique de haute mer, jusqu'au début des années 2000, le Maroc lui tournait le dos. En 2001, la construction d'un port à Dakhla, puis l'arrivée d'un nouveau type de navire, le RSW, et l'ouverture d'un quota de 600 000 tonnes aux industries de transformation ont ouvert de nouvelles opportunités à une économie régionale centrée jusque-là exclusivement sur la pêche artisanale. Ces RSW, de leur nom technique, permettent d'accéder à la ressource en haute mer, de la réfrigérer et surtout de la débarquer pour pouvoir la traiter à terre. Du coup, c'est une nouvelle dynamique économique qui est en train d'être impulsée depuis 2004 à Dakhla. Maalinine travaille pour un opérateur de la région, armateur et propriétaire d'unités de valorisation dans la zone industrielle de Dakhla. À l'arrivée de son navire, dès qu'il met le pied au port, le jeune homme n'a qu'une préoccupation, la qualité du poisson débarqué. Hamza, Tariq, الامور مزيانه عندك ياك الكاليتي مزيان. Le camp de Dakhla, c'est le nom de ce navire. Un bateau de type RSW qui rentre d'une campagne de pêche de 2 jours. Maalinine est chargé de son ravitaillement. Mais après la qualité du poisson, le grand souci de notre employé, c'est la quantité. مزيان جابوا تقريبا شي 300 طن ديال ماكرو مزيان. حنا نعتبروها بانها مزيانه، الطوناج مزيان وحتى لي كاليتي كما قال لي الرئيس مزيان. Des bacs réfrigérés à l'eau de mer pour une capacité de 300 tonnes de poissons, la voici la garantie de la qualité. Ces bacs sont stockés à l'avant du bateau et aujourd'hui dans ces cales, ni sardines ni anchois mais du maquereau. هاد الماكرو ان شاء الله غادي نديشارجوه من الباطو بار لي سيتير ومن تما غادي نمشي للوزين ان شاء الله. من تما كتكون عمليه تريتمون والفراس في الجمهور لا ساليكاليتي. Pendant que les tonnes de poissons sont déversées dans ce camion-citerne pour rejoindre l'usine, je me dirige sur un autre de ces navires RSW, le Mdiouna, pour en comprendre les spécificités. Et le capitaine de pêche? Ici, l'équipage qui m'accueille est turc. Mais le bateau, lui, bat pavillon marocain, comme l'exige désormais la loi. Un investissement pour l'armateur qui peut aller jusqu'à 50 millions de dirhams. Des bateaux RSW comme le camp de Dakhla ou le Mdiouna, on n'en trouve qu'à Dakhla, 21 au total. Inexistante au Maroc il y a encore 10 ans, cette flotte a une différence de taille avec la pêche côtière traditionnelle. حنا كنمشيو شويه بعاد هادو ديال لا بيش كوتيير كيمشيو شويه قرب وهما لو سيستيم ديالهم كيديروا الحوت في لي كيسون بلاستيك. حنا ما لي ميم با دون لي كيسون بلاستيك ولي مي دو لو فرويد باسكو افون دو سورتير à la pêche il faut refroidir l'eau jusqu'à 0 degré. Comme ça, vous prenez le poisson de la mer et vous le mettez dans l'eau froide. Grâce à leur système de réfrigération à bord, les RSW vont plus loin et restent en mer plus longtemps. Dans les bacs du Mdiouna aujourd'hui,
ce sont 180 tonnes de sardines pêchées en haute mer dans ce fameux stock C. Le stock C كبير فيه le stock كبير. Le besoin ديال les usines de conserve. La petite pêche n'est pas capable de les alimenter. Alors ils ont poussé pour les SW. Généreusement, les marins pêcheurs m'invitent à goûter ces fameuses sardines du grand large. On a dit que la sardine, elle part à la conserve. Bien sûr, à la conserve. On la mange pas, c'est dommage. Alimenter les usines de transformation toujours plus gourmandes en poissons, voilà la raison d'être des RSW. C'est ici, dans la zone industrielle de Dakhla, que leur quota de pêche, soit 25% du stock pélagique, est traité. Chaque jour, des dizaines de camions réfrigérés font des allers-retours avec le port pour approvisionner 40 unités spécialisées, comme celle où travaille Malinin. Des aspirateurs déversent ici les 300 tonnes de maquereaux dans ces cuves. Ils sont ensuite triés, classés puis congelés avant de pouvoir être exploités par les industries. C'est l'État, dans un souci de développer la région, qui a dicté aux armateurs ces conditions. Pas d'autorisation de pêcher en mer si vous n'investissez pas dans les usines à terre. إذا ما كانت l'usine ما كاينش لا ليسونس l'usine ولا ليسونس يكون هاد l'usine ماركي بذاك لا ليسونس. Car les unités de traitement du pélagique, cela veut dire d'abord de l'emploi. À quelques mètres de là, dans cette unité, les sardines sont étêtées, équeutées, une valorisation supplémentaire avant qu'elles ne soient expédiées aux usines de transformation. Dans le domaine de poissons pélagiques, il y a beaucoup de monde qui travaille, on a de la continuité, on travaille sur une grande vision pour valoriser ce produit, pour être conquérant dans le domaine. 5000 personnes au total travaillent aujourd'hui dans la valorisation du petit pélagique. L'installation d'industries de conserve à Dakhla, c'est la prochaine étape. Pour cet opérateur, l'expertise acquise dans le traitement du petit pélagique en quelques années rend cela désormais possible. La sardine ديال داخله كانت كبيره ولا سردين ديال اكادير صغيره ولا سردين ديال طنطان صغيره والداخله كبيره ما كانش عندها سوق. هذا من التطور ديال حنا ديال الوزينات ديال الداخله ولاو كيقطعوها كيديروا لي تي تي في سيري كيخوها كيكونجلوها كيصيفطوها للدول اللي محتاجه هذا النوع من السردين. Pour dynamiser le mouvement, le ministère des Pêches a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour la création de 6 usines de transformation dans la future zone industrielle du port. Le projet de Mohamed Lamine a été retenu. L'usine, ce sera ici, sur un terrain loué à l'État pour une durée de 20 ans. غادي يكون هنا هذه البلاصه عند هذيك لي بوين عند هذاك البوين جاي لهنا فهمتي من عند هذا هو واحد المشروع اللي يعود فيه واحد الكونسيرف اللي تقريبا فيه 20,000 طن ديال لا ساردين وهذا المشروع اللي يخدم تقريبا واحد 500 ديال الناس ديريكت وواحد 250 انديريكت. هذا المشروع اللي هو متكامل فيه باخره. Et pour éviter les promesses non tenues, on a mis des garde-fous. إلا ما درتي هذا المشروع كيمشي لك كل شيء، يتحيد لك كل شيء، ما يمكنش. هو مشروع مديور على واحد الكاية شارج، على واحد الاتفاقية مع الوزارة، وهذا المشروع دار على باش يحرك الرواج ديال المنطقة. Mettre la ressource pélagique au service de l'emploi et de l'industrie, cette politique gouvernementale a été initiée en 2004. C'est la crise du poulpe qui en est à l'origine. Souvenez-vous, c'était en 2002. Plus de 10 000 barques artisanales et des dizaines d'unités de congélation du poulpe se retrouvaient à l'arrêt, pour cause de surexploitation. Face à cette crise, l'État a mis en place un programme de reconversion dans le pélagique. Pour comprendre comment la transition s'est opérée, je vais à la rencontre de Injar Tat, opérateur économique et aujourd'hui président de la région. Alors comment vous avez vécu la crise en 2002 du poulpe ici à Dakhla? 2002, c'était une année catastrophique pour Dakhla. Et c'est à partir de là que l'on a pu trouver une autre issue qui est le pélagique, le poisson pélagique qui nous a sauvés, qui était... Alors le ministère, sous l'égide du Premier ministre, ont élaboré un programme de sauvetage de Dakhla en ouvrant de nouvelles opportunités concernant le pélagique. En 10 ans, pour passer d'un traitement d'une économie essentiellement poulpière à une économie finalement orientée sur maquereaux, sardines, pêche,
En 10 ans, il a fallu investir, acheter, apprendre une expertise. Oui, effectivement. Le volet financier est énorme aussi. Vous savez que des usines comme les nôtres, qui étaient destinées à la congélation des céphalopodes, pour passer à la congélation, à l'exploitation des petits pélagiques, il fallait d'abord des extensions énormes au niveau d'usine. Il fallait aussi acheter des bateaux, des RSW. Ce n'est pas n'importe quel bateau, c'est des bateaux qui sont chers. Et il fallait aussi faire des aménagements au niveau de l'usine même. Des machines pour l'étêtage et l'équeutage. Il fallait aussi doubler la capacité de congélation. Quadrupler, je dirais bien, la capacité de stockage, qui est très important parce que le volume est énorme. Et il fallait stocker aussi le produit à des moments où le marché ne répond pas. Et tout le monde a joué le jeu de passer du poulpe au pélagique? Non, les gens étaient réticents au départ. Les gens n'étaient pas sûrs parce que c'était une activité nouvelle. Alors nous étions 29 sur 84 ou 85 unités qui avons opté pour cette issue. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, on est très heureux de l'avoir choisi parce que c'est un créneau qui est bien, il y a des difficultés, mais quand même qui nous a sauvés, qui a sauvé la Dakhla. Est-ce qu'on peut dire qu'avant vous aviez une gestion un peu passive de la ressource, hein, le poulpe, on le prend, on le congèle, et qu'aujourd'hui il y a quand même une transformation, plus une économie productive de la richesse par rapport au pélagique? Non, je dirais que le poulpe, toute la richesse au départ n'était pas assez organisée. Mais le ministère a lancé des plans d'aménagement qui ont, avec bien sûr en concordance et en coordination avec les opérateurs. Ces plans d'aménagement ont donné leurs fruits. Le plan d'aménagement de la pêche poulpière, le plan d'aménagement du pélagique. Je crois que c'est un travail très sérieux qui a donné son efficacité sur le terrain. Finalement, la crise du poulpe, ça a été une bonne chose? Je ne sais pas, peut-être, oui. C'est vrai, c'est vrai. En ce petit matin, je me rends dans ce village de pêche pour savoir ce que sont devenues ces dizaines de milliers de barques concentrées hier sur l'exploitation du poulpe. Aujourd'hui, seules quelques-unes sont sorties en mer. Et dans leur filet, pas de poulpe. Sal, وفوق جبتو باقا حية ها مزيانة هادي هاك. Car en ce mois d'octobre, la pêche au poulpe est interdite pour cause de repos biologique en vue d'assurer sa reproduction. Car de la surexploitation des années 90, l'État a tiré des leçons. Il y avait combien de barques ici il y a 15 ans? Il y a 15 ans, il était très difficile d'estimer le chiffre exact des barques parce que c'est une pêche ouverte, n'importe qui pouvait avoir une barque et aller pêcher. Jusqu'en 2003, après l'effondrement drastique du stock, l'administration est obligée de prendre les mesures nécessaires pour redresser la situation. D'abord, en essayant de réduire la capacité de pêche, c'est-à-dire qu'à Dakhla, il y avait 6000 barques, il fallait passer jusqu'à 2500 barques. L'effort a été réduit à 45% de la flotte existante. C'est-à-dire ici, on a divisé le nombre de barques qu'il y avait ici par 2. Pratiquement par 2. Et à partir de là, ce qu'on voit là, toutes ces immatriculations sur les barques, ça a été mis en place aussi pour réguler? Avant ça n'existait pas? Ça n'existait pas. Maintenant, chaque barque, comme vous pouvez le constater, elle a son numéro, elle a sa carte, elle a un quota. Ce qui est important, c'est que maintenant, chaque barque dispose d'un quota. Donc, il y a des mesures d'aménagement draconiennes qui ont été prises, ce qui fait que le stock actuellement s'est bien redressé. Mais ça n'a pas été dur de supprimer la moitié de ces barques ici, d'un point de vue social? Ça a été très dur, mais il y a quand même un fonds d'indemnisation qui atteint plus de 150 millions de dirhams, financés en totalité par l'effort des 3 segments, c'est-à-dire la pêche hauturière, côtière et hauturière. Ils se sont engagés à verser 1 dirham par kilo pour indemniser les gens qui quittent le secteur. Alors celui qui quitte, il a 80 000 dirhams. Celui qui se redéploie à l'extérieur de l'unité d'aménagement, il bénéficie aussi d'une subvention pour alléger la pression sur le stock poulpier. Le repos biologique, tous les 2 mois, ça permet aujourd'hui de reconstituer les stocks? Ah oui. Oui, tout le monde en est conscient, d'ailleurs, même les professionnels le disent. Ça a été une très bonne réussite, il y a 2 repos biologiques par an. La réorganisation de la pêche artisanale
Pour ces pêcheurs, cela se traduit aujourd'hui, certes par des quantités pêchées moindres, mais en contrepartie par un relèvement des prix. دابا هما كيقول لك خاصك تجيب 250 كيلو في النهار 250 في النهار هي اللي كتعبر مسموح لك بها تعبرها في المارشي 250 كيلو في النهار ايوا قبل ما قبل كنت اللي جبتي كتعبر ها اللي جبت تعبرو كنتي تقدر تجيب اللي بغيتي تجيبي اللي جبتي 400 300 500 100 200 اللي جبت دونك نقص بزاف المنتوج لا ولا موجوده ولكن في المارشي يقول لك ما تخطى باش الكوطه ديالك كتبقى على حساب الوقت. ولكن دابا نتوما الفلوس اللي كنتو كديروا قبل ما بقيتوش كديروا دابا؟ لا يمكن دابا كاع نديروا دابا اكثر. واخا نقصتي لي كونتيتي؟ لا هو احسن دابا على حساب دابا الثمن ديال ديك الخطره ماشي هو ديال دابا. شحال كان قبل؟ قبل كان الثمن كان قليل. شحال كانت 30 درهم 40 درهم. 30 درهم دابا راه كاينه حتى 80 درهم 90 درهم. La commercialisation aussi a été rationalisée. À proximité du site de pêche, un point de débarquement et une halle ont été aménagés. Ici, un investissement de l'État de 12 millions de dirhams qui participe de la stratégie d'intégration de toute la filière de la pêche. On a donné licence, on a donné des quotas, on a organisé la flotte et après on organise la commercialisation. D'accord. Parce que, en principe, tout ce qui est pêché est déclaré. Et toute vente à l'exportation doit être accompagnée par un certificat de pêche qui est délivré par la délégation des pêches maritimes, avec bien sûr un document sanitaire et la facture de l'ONP. L'effort de contrôle des pêcheries ne s'est pas arrêté à la pêche artisanale. Direction Rabat, au ministère des Pêches, c'est là qu'a été installé le Centre national de surveillance des pêches. Mohamed Ben Barry en est le responsable. Pour y accéder, il faut montrer patte blanche. Dans ce centre high-tech, le seul en Afrique, on surveille par satellite tous les bateaux de pêche du nord au sud du Maroc. Salam alaikum. Ce matin, le responsable a été appelé pour un RSW de Dakhla. Le navire a fait une incursion dans la zone de reproduction du poulpe, pourtant interdite ce mois-ci à la pêche. Voilà. On entre la zone interdite. On va trouver avec un point de chalutage. عنده وحده وقبل كان هنا واخا قول عافاك فاطمه مريم دوزوا لي الفوق قولها دوزوا الفوق قولها مريم عندك هذا دوزيه لي. Au mur, l'écran géant permet de suivre en simultané les zones de pêche empruntées par les navires côtiers et hauturiers. Des balises installées à bord envoient des signaux par satellite. Ce sont ces points rouges. Ils permettent de repérer les bateaux qui pêchent en zone interdite. Il est resté longtemps dans la zone interdite? Il est resté le temps de pêcher. Et comment vous le savez? On le sait parce qu'il y a des normes d'analyse du VMS. Là, je ne peux pas entrer avec vous dans les détails, mais nous avons des experts ici qui ont fait du métier à bord des navires. Et nous avons aussi un logiciel qui est très sophistiqué pour faire les mesures nécessaires. Le bateau contrevenant devra payer une amende de 50 000 dirhams. Mais pour un récidiviste, c'est la saisie du navire. Ce sont les autorités régionales qui verbalisent. Mohamed Ben Barry, lui, constate les infractions. Alors à l'échelle nationale, combien de rapports dresse-t-il par an? Nous avons un rapport 240 par an à peu près. 240. Donc ce n'est pas une infraction par jour, mais bon, ça peut aller comme ça si on calcule ça selon une moyenne arithmétique. Suivi des navires par satellite, quotas, plan d'aménagement, la régulation de l'État vise certes à préserver la ressource, mais surtout à donner de la visibilité aux opérateurs et susciter l'investissement. Direction Laayoune, dans une conserverie. Ici, une étape de transformation supplémentaire a été franchie. Dans le cadre du programme de reconversion au pélagique, cette ancienne unité de congélation de poulpes a été radicalement transformée en 2012. Un investissement de 100 millions de dirhams, un nouvel actionnaire et un nouvel appareil de production flambant neuf. Ces boîtes de sardines et maquereaux sont aujourd'hui exportées dans le monde entier. Ça c'est l'Autriche, Italie, Autriche, Croatie
Espagne, Allemagne, un peu Espagne. Découpe en filets, puis huile et condiments en dernière étape. Ici, le long de toute la chaîne de production, entre 150 et 200 personnes travaillent pour produire chaque jour des milliers de ces boîtes. Une boîte comme ça, ce qu'on appelle la boîte neutre, en maquereau, on en fait à peu près 50-60 000 par jour. En sardine, on dépasse les 200 000 par jour. Cette transformation de la matière première permet de multiplier par 4 sa valeur, comme nous le détaille le président du groupe. Quand la part de la sardine dans le prix de revient est de 27%, je crois, 26-27%. Après, il faut rajouter la main-d'œuvre, donc ça emploie beaucoup de monde, les traitements, les emballages, l'amortissement, etc. Donc, on part d'un produit qui est la sardine qui a, disons, 30 centimes ou 40 centimes, ou 1 dirham, pour arriver à un prix de vente de 4-5 dirhams. Pour être rentable, les industries de conserve doivent consommer de fortes quantités de sardines ou de maquereaux. Pour faire tourner ces machines, il faut donc que l'approvisionnement en matières premières puisse être continu. On pouvait traiter 70 tonnes, mais on avait 45, 36, 40, 50, voilà. Et puis une chose importante, tout ça c'est lié, il y a aussi un impact sur les emplois. Là, il y a peut-être 150, 200 personnes, mais si on avait cette régularité d'approvisionnement sur 200 ou 250 jours par an, on aurait toujours 400, 350, 450 personnes à travailler tous les jours. Le quota de 600 000 tonnes dédié à la transformation du pélagique, ici, on en aimerait encore plus. Oui, 600 000 tonnes, ben, on n'est pas les seuls à avoir besoin de poissons aussi. Voilà, il y a les concurrents. On est 200 personnes à se bagarrer sur la matière première. Ça, c'est une autre paire de manches. Hein. Entre les unités de traitement, de valorisation, de transformation, la compétition pour la ressource est rude. Mais une chose est sûre, une nouvelle dynamique d'investissement est aujourd'hui insufflée à Laayoune et Dakhla. Transformer, valoriser la ressource halieutique pour créer de la richesse, c'est très bien, mais tout ceci n'est possible que si l'on s'assure d'abord de sa durabilité. Monsieur Faraj, bonsoir. Bonsoir. Alors justement, vous êtes directeur général de l'Institut national des recherches halieutiques. La durabilité de la ressource, c'est un peu votre responsabilité. Alors merci de nous accueillir d'abord ici, dans un des laboratoires centraux de l'Institut à Casablanca. On l'a vu dans le reportage, à Dakhla, Laayoune, un énorme effort de rationalisation des pêcheries a été entrepris. La transformation de la ressource a un but très clair, créer de l'emploi, développer l'industrie. Alors une question, comment on s'assure que tout ça est pérenne? Eh bien, on s'appuie sur la recherche, justement. On s'appuie sur les études scientifiques et il y a tout un travail qui est effectué par l'Institut national de recherche halieutique pour accompagner le département des pêches dans cette gestion, mais accompagner également les professionnels. Alors justement, dans ce travail étroit entre recherche, industrie et ministère, on l'a vu dans le reportage en disant 600 000 tonnes de pélagique, sardines, maquereaux, anchois, ont été ouverts et réservés à l'industrie. Alors tout ça permet aujourd'hui le développement d'une vraie dynamique régionale, mais est-ce que 600 000 tonnes, c'est pas beaucoup? Et est-ce que, il n'y a pas un danger que ces sardines soient un petit peu ce qui est arrivé au poulpe? 600 000 tonnes, ça peut paraître beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup par rapport au potentiel que le stock peut offrir. Le potentiel a été, à un moment donné, estimé à 1 million de tonnes. Bien sûr, il fluctue, mais toujours est-il que nous avons un potentiel très important au niveau national, et ce potentiel est fait pour être utilisé. Tant qu'à faire, autant l'utiliser pour qu'il soit valorisé par les industries de la pêche et créer de l'emploi. Donc ce qui est important, et c'est le rôle de l'INRH, c'est de suivre étroitement l'évolution de ce stock par ses campagnes scientifiques, par ses évaluations indirectes utilisant l'exploitation, et pour pouvoir formuler annuellement un état des ressources et accompagner le département dans les mesures à prendre
pour une gestion durable. Donc 600 000 tonnes, au contraire, c'est bien, et on peut même parfois aller plus, parfois on devra aller un peu moins, mais toujours est-il que même si on devra aller un peu moins, il y aura peut-être d'autres ressources, il y a une fluctuation naturelle qu'il faut prendre en considération dans nos modèles économiques. Alors, prendre en considération vos recommandations scientifiques, c'est carrément une disposition légale, puisque l'INRAS a un avis consultatif légalement institué. Mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas des arbitrages parfois à faire entre les scientifiques, les recommandations de scientifiques comme vous, et des considérations économiques, sociales et même politiques? Alors, bien sûr, il faut des arbitrages, mais c'est l'enjeu aussi de la recherche. C'est de ne pas tenir compte seulement des aspects biologiques. C'est aussi tenir compte des aspects socio-économiques, qui sont également une science. Et de plus en plus, nous essayons de formuler des avis scientifiques qui tiennent compte de toutes ces considérations pour pouvoir faciliter, je dirais, la tâche aux gestionnaires et à l'administrateur. La prise de décision, en fait. Dans la prise de décision. Et toujours est-il qu'il est très important d'aller de manière progressive. Il ne faut pas oublier qu'en l'espace de 10-15 ans, nous avons beaucoup évolué dans notre gestion et on est passé d'un mode de gestion assez, je dirais, où on ne pouvait pas intégrer l'ensemble des flottes et des pêcheurs. Et maintenant, nous sommes en train d'intégrer l'ensemble des flottilles, l'ensemble des pêcheurs dans le cadre de plans d'aménagement. C'est-à-dire à chaque pêche, on le voit bien dans le reportage, à chaque pêche, son plan d'aménagement, à chaque filière, ses quotas, ses mesures pour préserver la ressource en fait. Exactement. Et nous essayons d'aller de manière progressive. C'est-à-dire que dans les années 90, 2000, il y avait une abondance, il y a eu un afflux des flottes. Maintenant, sur le poulpe notamment, on l'a vu dans les régions sud. Hein. Exactement, sur le poulpe. Il y a eu des mesures qui ont été mises en place en l'espace de 10 ans. Maintenant, nous sommes en train de retrouver une situation stable, non seulement une stable biologiquement, mais même économiquement, puisque même les prix sont au rendez-vous. Et là, vous parlez du poulpe, plus pour le poulpe, tout à fait. Donc il y a une reconstitution du stock grâce à des mesures prises qu'on a évoquées dans le reportage. Tout à fait. Je peux même vous donner l'exemple du stock central qui était connu pour être surexploité ces dernières années. Il y a eu des mesures qui ont été prises, il y a eu un plan d'aménagement qui a été instauré et les évaluations de l'année dernière ont montré qu'on était passé d'une situation de surexploitation à une situation de pleine exploitation, qui veut dire non exploitée. Alors, pas de danger que la sardine d'aujourd'hui soit le poulpe de demain et qu'on ait une raréfaction des stocks après toute cette dynamique de transformation qui est en cours? Le poulpe d'aujourd'hui, en tout cas, est au rendez-vous. Donc, j'aimerais bien que ça soit bien pour le pélagique d'ici 10 ans. Mais toujours est-il que nous sommes vigilants. Il peut y avoir des réductions de stock. Il faut en avoir conscience. Mais on est là pour travailler et pour pouvoir justement alerter s'il y a des phénomènes que nous ne pouvons pas maîtriser. Il ne faut pas oublier qu'il y a le changement climatique et on en voit les impacts. L'impact n'est pas encore mesurable au jour d'aujourd'hui, mais toujours est-il que nous savons qu'il y a des phénomènes qui impactent qui risquent d'impacter. Qui impactent et qui provoquent des changements dans la dynamique des stocks. La vigilance de l'INRAS, le prochain